Salut à tous, nous sortons d'une trêve internationale avec du bon football sur tous les continents. En tout cas, moi, je me suis régalé. Tant le match Maroc-Brésil que le match Pays-Bas-France ou Écosse-Espagne ou Norvège-Espagne ou encore Belgique-Allemagne, je me suis régalé. Mais pour clore ce chapitre international, voici 7 renseignements de cette trêve internationale. Le Maroc est devenu une grande équipe. Après avoir éliminé le Portugal et l'Espagne et après avoir battu la Belgique pendant la Coupe du Monde Qatar 2022, voilà que le Maroc vient de venir à bout de l'équipe du Brésil dans une ambiance surchauffée à Tanger. Cela fait du Maroc l'un des favoris de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Le coach Regragui l'a dit, le Maroc est bien l'un des favoris de cette Coupe d'Afrique des Nations. Cependant, nous n'avons pas encore vu le Maroc dans une configuration où il doit faire le jeu. S'il doit faire le jeu sur le continent africain, pourra-t-il le faire et ne pas s'exposer? Ça, c'est la question. La France a toujours du mal à faire le jeu. La France est impressionnante depuis la Coupe du Monde Qatar 2022. Cependant, c'est une équipe sous l'ère Deschamps qui a du mal à faire le jeu. Quand la France est face à une équipe supposée plus faible, il est beaucoup plus compliqué pour elle de prendre le jeu à son compte. Et Mbappé a beaucoup de difficultés à pouvoir jouer dans les petits espaces face à des blocs bas. Dès lors, nous l'avons vu après une victoire large face aux Pays-Bas, une faible équipe des Pays-Bas d'ailleurs qui prouve que Ronald Koeman ne s'est toujours pas entraîné, eh bien face à l'équipe d'Irlande à Dublin, une équipe regroupée, une équipe avec un bloc bas, eh bien on n'a pas vu du tout Kylian Mbappé. Mbappé pourra-t-il évoluer et devenir un joueur de petits espaces? Ça, c'est la question. L'Espagne de Luis de la Fuente risque de vivre des heures très difficiles. Nous avons vu 2 matchs de l'équipe d'Espagne. Un match face à la Norvège qui était privé de la star Haaland et qui a posé énormément de problèmes à cette équipe espagnole. Et puis, un second match en Écosse, où il n'est jamais facile de gagner, je vous l'accorde, où l'Espagne n'a presque pas existé face à un système, face à une équipe qui ferme le jeu et qui impose un défi physique à l'équipe d'Espagne. Au sein de cette équipe espagnole, il y a des conflits et ça se voit. Il y a un conflit entre Gavi et Ceballos et il paraît que Gavi, aux entraînements, ferait des fautes assez dures à ses coéquipiers, ce qui poserait quelques problèmes de cohabitation entre lui et les autres joueurs. À côté de ça, il y a aussi un problème de philosophie de jeu. L'Espagne peut-elle s'installer dans un système où elle subit le jeu? Ou doit-elle continuer à prendre le jeu à son compte? Pour cela, peut-elle trouver des moyens de jouer beaucoup plus directement? On a vu pas mal de difficultés pour l'équipe d'Espagne à trouver des espaces, à trouver des passes dans les intervalles, à créer des situations pour des avant-centres, il faut bien le dire, qui ne sont pas de la classe au-dessus. Ce sont des avant-centres de seconde zone, ce sont des joueurs qui sont corrects dans le championnat espagnol, mais qui ne sont pas non plus des cadors au niveau européen. Nous l'avons pointé dans une émission précédente, l'Espagne a des problèmes au niveau de ses attaquants. Il n'y a pas dans cette équipe, ou même dans cette génération, un avant-centre de classe mondiale. Et ça, malgré la richesse du milieu de terrain de l'équipe d'Espagne, ça va poser problème. Le retour de Pedri peut-il apporter ce supplément qu'il manque à cette équipe d'Espagne? L'Angleterre a une génération de rêve, une belle génération de footballeurs. On peut citer quelques joueurs, Foden, Saka, Chilwell ou encore Marcus Rashford. Cette équipe d'Angleterre vient de venir à bout de l'Italie en Italie et de l'Ukraine en Angleterre. 2 victoires extrêmement convaincantes de cette équipe anglaise. Tout cela sans la présence de Marcus Rashford qui est pourtant, depuis la Coupe du Monde, l'un des meilleurs joueurs du monde avec son équipe de Manchester United. Est-ce que cette équipe anglaise n'est pas en fait la meilleure équipe du continent européen?
n'en déplaise à la France. Cristiano Ronaldo n'est toujours pas mort. Depuis l'arrivée de Martinez à la tête de cette équipe portugaise, il l'a dit et répété, il compte sur Ronaldo pour transférer à cette nouvelle génération toute sa connaissance du jeu, toute son expérience. Résultat, il est titulaire lors des 2 derniers matchs de l'équipe du Portugal, notamment face au Liechtenstein où il marque 2 buts et face au Luxembourg où il marque encore 2 buts. Cristiano Ronaldo est toujours vivant. La Belgique est de retour. Avec Domenico Tedesco, nous avons vu 2 victoires extrêmement convaincantes de l'équipe belge de football. Une victoire en éliminatoire pour le championnat d'Europe des Nations en Suède, une victoire 3-0. Bien sûr, tout n'a pas été parfait, mais c'est une victoire qui fait du bien, avec un triplé de Romelu Lukaku qui devait revenir à sa meilleure forme. À côté de cette victoire en éliminatoire, il y a eu un match de gala face à l'Allemagne à Cologne. Pendant 30 minutes, la Belgique a donné la leçon aux Allemands. Résultat, la Belgique est de retour et Kevin De Bruyne est redevenu le joueur qu'il était. Dans une émission que j'ai faite la semaine passée, après justement le match face à la Suède, je vous disais à quel point je pensais qu'il était nécessaire que Kevin De Bruyne joue plus haut. Et dans le système 4-2-3-1, au milieu de terrain, donc dans ce rôle de liaison entre le milieu de terrain et l'avant-centre, il est impeccable dans ce rôle-là. Là, dans ce rôle, il ne doit pas trop défendre. Il est le lien entre le milieu de terrain et l'attaque. Il ne doit pas tenir un côté. Quand il ne doit pas tenir un côté pendant 60 minutes, 90 minutes, eh bien là, il est plus dangereux. Il est tellement libre qu'à ce moment-là, vous pouvez le voir de temps en temps faire une action défensive d'éclat, comme on l'a vu notamment face à l'Allemagne. Ce système en 4-2-3-1 est celui qui convient à Kevin De Bruyne, puisqu'il permet justement qu'il soit libre. Et dans cette liberté, il est capable de se projeter, il est capable de créer, il est capable de combiner avec ses attaquants, avec surtout son avant-centre qui est un avant-centre fait pour lui, c'est-à-dire c'est un homme qui est capable de contrôler la balle, de le garder et de permettre à tout le bloc de monter. Donc ce rôle de pivot, de double pivot au milieu de terrain occupé par Onana et Mangala est absolument crucial. Et nous savons que la Belgique possède d'autres profils capables justement de jouer ce double rôle. Pensons bien évidemment à Youri Tillmans qui est blessé, mais aussi à Witsel qui n'a pas été pris lors de ce rassemblement, et aussi le jeune Romeo Lavia qu'on a vu furtivement face à l'Allemagne. On n'a pas vu tout ce qu'il était capable de donner puisqu'il est rentré dans un contexte un peu compliqué où la Belgique devait tenir le résultat, mais nous savons qu'il est très bon cette année. Et donc, ce rôle, je pense que la Belgique va s'installer dans ce système-là. Une défense à 4, avec bien sûr Théâtre qui restera sur le côté gauche. Surtout, Tedesco ne nous fait plus ce que vous nous avez fait en sortant Vertonghen et en nous mettant Salmaker sur le côté gauche. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Je sais qu'on a des faiblesses au niveau des arrières latéraux droit et gauche, mais je pense quand même que Salmaker sur le côté gauche, c'est pas la bonne solution. Surtout que sur le banc, vous avez quand même Zeno de Basse qui peut jouer dans l'axe à la place de Vertonghen s'il est trop fatigué et continuer à avoir Théâtre sur le côté gauche. Même si à titre personnel, je préfère Théâtre dans l'axe central de l'équipe belge. Mais sur le côté, il était pas mal, surtout quand il est conscient qu'il est latéral et pas un arrière central. Donc, ce système au milieu de terrain avec un double pivot, donc ce 4-2-3-1 est peut-être le système qui apportera le sourire à Kevin De Bruyne. Et si Kevin De Bruyne est heureux, la Belgique sera de retour. Ça y est, Lionel Messi est l'égal de Maradona aux yeux des Argentins. Après une victoire en Copa América, puis une autre en Coupe du Monde Qatar 2022, l'Argentine était de retour à domicile où elle recevait le Panama, une victoire 2-0 avec un but de Lionel Messi.
Et un autre match face à Curaçao qu'ils ont gagné 7-0 avec un triplé de Lionel Messi, ce qui le fait passer à 102 buts marqués avec la sélection argentine. Ça y est, lui qui était toujours considéré comme un Espagnol, comme un Catalan, est enfin argentin. Et ça replace aujourd'hui l'Argentine à la tête du classement FIFA, puisque la défaite du Brésil au Maroc enlève la première place au Brésil. Ça y est, tout roule pour l'Argentine. Messi est l'égal de Maradona. Voilà, c'est fini pour cette émission. On se revoit pour les championnats européens. Continuez à vous abonner sur cette chaîne. À très bientôt. Ciao.